Bonjour, je suis Marie Drucker. Vous écoutez Au bout de l'enquête, le podcast. On les appelle cold case, ces affaires classées réputées insolubles. Elles résistent parfois plusieurs dizaines d'années aux enquêteurs, avant qu'un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permettent de retrouver la trace des coupables. C'est une affaire rocambolesque que nous allons vous raconter aujourd'hui. Manuela González Cano, a priori tranquille directrice d'auto-école, est soupçonnée d'avoir maquillé en suicide les meurtres de plusieurs de ses compagnons pour toucher de l'argent. L'enquête démarre en 2008, quand le corps d'un père de famille est découvert carbonisé dans sa voiture, près de Grenoble. Il s'agit de Daniel Cano, le dernier mari de Manuela. Au fil des investigations, les gendarmes vont faire ressurgir le passé trouble de cette femme, la veuve noire de l'Isère. Vous écoutez l'affaire Daniel Cano, première partie. On est au petit matin du 31 octobre 2008. Un riverain promène son chien comme ça lui arrive tous les matins. Joël Graya, directeur d'enquête à la section de recherche de Grenoble. Prend un chemin en terre en direction des berges de l'Isère. Et là, dans un champ, il voit une voiture complètement calcinée. Il appelle la gendarmerie, les premiers enquêteurs se déplacent. Dans le coffre, nous avons un chien. Malheureusement, il est décédé. Et sur la banquette arrière, on a un corps. Le corps d'une personne qui est positionné de manière assise sur la banquette arrière. Et le corps, malheureusement, est complètement détérioré. Pour l'instant, en l'état actuel des choses, on ne sait pas qui c'est. Plusieurs hypothèses se posent. La personne a pu se suicider et mettre le feu à son véhicule. Ou alors, l'hypothèse bien entendu criminelle. On a une personne qui a été mise dans un véhicule, un chien a été mis dans le coffre et une personne a mis le feu à la voiture. Quand on arrive sur place, donc on voit le véhicule calciné. Patrick Laura-Ronco, enquêteur. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de matière plastique. Les sièges, il n'y a plus de garniture. On sait qu'il y a des produits accélérants qui ont été utilisés, mais finalement, le départ du feu sur le véhicule est impossible à déterminer. Ce qui pose question sur cette scène de crime aux gendarmes lorsqu'ils la découvrent, c'est la découverte d'un corps à l'arrière. Fabrice Margueillan, journaliste au Dauphiné Libéré. Pour eux, il y a quelque chose qui cloche. La personne est assise sur la banquette arrière. Position qui peut paraître étrange parce que c'est pas une position, qu'on va dire, naturelle pour quelqu'un qui est tout seul dans son véhicule. Très rapidement, dans les minutes qui suivent la découverte de l'automobile et du corps et du chien dans le coffre de la voiture, l'hypothèse criminelle est privilégiée. Villarbonneau, c'est une commune assez tranquille. Alain Trocaz, habitant de Villarbonneau. C'était beaucoup de cités ouvrières avant, puisqu'il y avait des gros employeurs qui étaient les papeteries à Lancey, les papeteries à Brignoud. Il n'y a jamais eu de grosse histoire dans le village. C'est plutôt un village rural assez paisible. L'affaire a eu beaucoup de retentissement, c'est resté gravé aussi dans la tête de beaucoup de gens. Ça a touché à la fois la commune, mais tout le département, et voire au-dessus. Le véhicule est complètement calciné, mais à côté, on voit une plaque d'immatriculation qui est quasiment complète. Où on peut lire 152 B, quelque chose, 38. Il suffit de consulter le fichier des véhicules, et là, on peut identifier le propriétaire du véhicule. Donc, ce propriétaire de véhicule, il s'appelle Daniel Cano. Qui habite Allée des Trolls, à Villarbonneau, qui est la résidence à 150 mètres à pied de la zone de découverte. Les enquêteurs sont allés voir à l'adresse de M. Cano, voir s'il était présent, si ça pouvait être lui ou pas. Ils rencontrent tout de suite une dame. Cette dame, ils ne savent pas qui elle est. Ils lui demandent de se présenter. Elle dit qu'elle s'appelle Madame Cano. Les premiers enquêteurs posent principalement des questions très larges de savoir où est M. Cano, sans expliquer pour autant qu'on a retrouvé un corps calciné dans une voiture à 150 mètres. Et là, tout de suite, elle donne
son emploi du temps, celui de son mari, qu'est-ce qu'ils ont fait la veille, sans que aucune question ne lui soit posée. Elle aurait pu être plus perturbée ou plus interrogative sur le pourquoi vous venez chez moi pour me questionner sur mon mari, tout simplement. Elle paraissait plutôt sereine sur l'absence de son mari, on va dire. Elle explique qu'en effet, il n'est pas rentré, il est sorti la veille au soir. Et je me souviens que le directeur d'enquête, cette facilité, cette jovialité presque, l'avait dérangé. Il y avait quelque chose qui ne collait pas, qui semblait peut-être préparé, je ne sais pas. Ça leur a mis la puce à l'oreille. Les enquêteurs, dès qu'ils ont su que M. Cano n'était pas présent dans la maison, ont décidé de faire une perquisition. On a une première perquisition de la maison qui permet notamment de découvrir des choses extrêmement importantes qui sont le téléphone de Daniel Cano. Et on va retrouver son permis de conduire, une carte d'identité et les enquêteurs s'aperçoivent qu'il y a énormément de médicaments dans la maison. Tout ce qu'il faut en somnifères, voilà, il y en a énormément. Ça peut arriver, mais c'est pas fréquent non plus d'avoir des gens qui ont quasiment une pharmacie chez eux, quoi. Dans le garage, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un panier pour le chien et on voit un emplacement où il y avait un chien. Donc ça nous rappelle encore, on va dire, le chien qui est brûlé et qui est décédé dans le coffre de la voiture. Donc on se dit, on se rapproche encore de la personne qui est décédée et on se dit, il y a peu de doute quand même, on va pas se cacher, il y a peu de doute que la personne qui est décédée, qui est brûlée, c'est Monsieur Cano Daniel. Daniel Cano n'a plus donné signe de vie depuis la veille au soir. Ce sont les déclarations de Manuela, qui évidemment devient immédiatement et à leur connaissance la dernière personne à avoir vu Daniel Cano vivant. Elle devient le suspect principal et il convient d'interroger. Décision est prise de la placer en garde à vue. Le jour de la découverte, c'est le 31, donc elle nous parle de la journée du 30. Le matin, son mari a fait du bois, il s'est blessé à la tête et il a pris un médicament. À ce moment-là, elle dit qu'il a dû se tromper de médicament. Au lieu de prendre un antidouleur, il a pris un somnifère. Donc toute la journée, il n'était pas bien. Ils décident tous les deux, après le déjeuner, d'aller rendre visite aux parents de Manuela, à une 50aine de kilomètres de là. Elle explique donc que c'est elle qui prend le volant, que celui-ci dort dans la voiture, va même tellement s'endormir que, arrivée chez ses parents, elle va monter elle, chez ses parents, mais le laisser, lui, dormir dans la voiture. Et là, vers 20h, 21h, donc ils sont revenus au domicile. Là, une dispute aurait eu lieu dans le couple. Elle dit que son mari insistait pour partir. Il était parti de son côté et puis elle est allée se coucher sans se soucier s'il était revenu ou pas. Et le lendemain matin, en se levant, ne le voyant pas, elle pensait qu'il était parti au travail. On a fait à peine quelques heures de garde à vue et là, un médecin arrive, qui est là pour l'examen médical de garde à vue. Et très curieusement, alors qu'elle avait répondu de manière tout à fait normale à l'issue de la visite médicale, il semble que le médecin considère que, psychologiquement, elle n'est plus en état de subir cette mesure de contrainte. Le psychiatre dit elle n'est pas en état. Ronald Gallo, avocat de Manuela González Cano. Elle est choquée. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Finalement, on n'a pas le choix. On rencontre au procureur de la République et on arrête la garde à vue. Elle est emmenée au centre hospitalier de Grenoble dans le service psychiatrique. Quelque part, on se dit, il nous manque quelque chose. Elle est plus en garde à vue, elle est en hôpital psychiatrique. Donc on se dit que finalement, il va falloir jouer avec le temps. Déjà, on a plusieurs choses à faire. On a déjà ce corps à identifier. Et quelques jours plus tard, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le corps complètement calciné est identifié comme étant celui de Daniel Cano. J'apprends que c'est mon papa qui est dans ce véhicule. C'est très très dur et ça le sera toute ma vie. Nicolas Cano, fils de Daniel Cano. Ça le sera toute ma vie parce que on m'a enlevé ce que j'avais le plus cher. Il était chaudronnier tuyauteur dans une société de la vallée du Grisivaudan. Il était très très admiré dans son travail parce qu'il était quelqu'un qui est minutieux. Daniel, au moment de son décès, il a 58 ans. Au nom des carrières longues, il peut partir à la retraite à 58 ans. Alain Trocaz,
ami de Daniel Cano. C'était un gars d'abord un gros travailleur, et puis un gars qui avait beaucoup de volonté. C'était un gros caractère. Et d'ailleurs, il l'avait montré sur le terrain de rugby. Daniel était un gagneur, sur le terrain, comme dans la vie. Il adorait le rugby, c'est lui qui m'a mis dans le rugby. On avait une passion commune, c'était ce sport-là. Il aimait rendre service, que ce soit la famille ou un ami ou un voisin. Je comprends pas pourquoi, je comprends pas comment, je comprends pas qui. Enfin, voilà, c'est un gros point d'interrogation qui vient s'installer sur le pourquoi du fait que mon papa soit à l'intérieur de ce véhicule. Daniel brûlait dans une voiture. Je mets un moment à rétablir les circuits. Je dis, mais pourquoi, mais comment, mais c'est pas possible. C'est pas un suicide. Pourquoi on aurait fait ça? C'est pas un gangster. J'arrive pas à imaginer quoi ça se passe et la manière dont ça se passe. Il a été tué. Ça c'est la seule possibilité. On attend que les enquêteurs mettent un nom sur le coupable ou le meurtrier. Les analyses toxicologiques qui sont extrêmement importantes dans cette triste affaire vont révéler donc que Daniel Cano a dans le corps 3 produits différents, 2 somnifères différents et un neuroleptique. Leur association peut provoquer, plus que de la somnolence, une forme de coma. Pour Daniel Cano, on s'aperçoit qu'il prend un traitement pour l'hypertension et finalement, il ne prend pas d'autres médicaments. Joël Graya, directeur d'enquête à la section de recherche de Grenoble. Madame Cano a plein de prescriptions médicales. Et dans ces prescriptions médicales, qu'est-ce qu'on retrouve? Imovant, Tertian et Zolpidem. C'est-à-dire les 3 médicaments qu'on retrouve dans le sang de Daniel Cano qui est décédé. Donc on se dit, il y a quelque chose quand même de bizarre dans tout ça. L'hypothèse des enquêteurs va être que Daniel Cano a été drogué, qu'il était sans doute inconscient lorsque la personne qui l'a assassiné a mis le feu à la voiture. À ce stade de l'enquête, les gendarmes pensent que Manuela leur cache quelque chose. Alors ils vont se pencher sur le passé récent du couple Cano et découvrir qu'1 mois avant, Daniel avait déjà été tout près de mourir et s'en était miraculeusement sorti. Un matin, à 5h du matin, mon téléphone sonne. Madame Gonzalez, il m'appelle, il me dit viens vite, il y a eu le feu. Donc je m'habille en 4e vitesse, je pars à la maison et là j'arrive, effectivement, il y avait un voisin, un électricien, Manuela, le chien. Les pompiers arrivent chez le couple. Manuela Cano reçoit les pompiers puisque c'est elle qui a appelé. Elle leur indique que la chambre finalement a brûlé, le feu est éteint et pas plus. À aucun moment elle ne parle de son mari. Les pompiers font le tour de la maison. Et en faisant le tour de la maison, finalement, qu'est-ce qu'ils voient? C'est à l'étage Daniel Cano qui est inconscient malgré ses brûlures. Donc qu'est-ce qu'ils font les pompiers? Ils prodiguent les premiers soins et ils l'emmènent à l'hôpital. Et là, je vois bien la chambre qui avait totalement brûlé. Et elle me dit que le chien est rentré dans la chambre et qu'il aurait fait tomber une bougie que mon papa avait laissée en mémoire de ma grand-mère qui était décédée 1 mois avant. Je le récupère aux urgences. Il était méconnaissable. Tout juste, il arrivait à marcher. Donc c'est moi qui l'ai épaulé pour qu'il puisse marcher. Il n'arrivait même pas à aligner 2 mots. Je l'avais jamais vu comme ça. L'hôpital va faire des analyses, va se rendre compte que celui-ci est sous l'influence de somnifères. Daniel Cano ne prend pas de médicaments et quelque part ce soir-là, pourquoi il aurait pris des médicaments? Aucune explication. On n'a pas eu d'enquête parce que les pompiers ont fait leur travail et vu la version de Madame Cano qui était tout à fait plausible. Patrick Laura-Ronco, enquêteur. Personne s'est inquiété, personne ne s'est posé de questions puisque ça pouvait être réel. Et quelques temps après, je rentrais d'un entraînement de rugby, j'avais mangé chez eux le soir. Ils étaient dans le salon et j'ai entendu mon père lui dire « Écoute, prends-moi pas pour un con, je savais pertinemment qu'il n'y avait pas de bougie dans cette chambre. » On peut s'interroger sur le fait qu'il n'ait pas porté plainte. C'est très compliqué, on n'était pas dans leur couple. Est-ce que c'est des restes d'amour? Fabrice Margueillan, journaliste au Dauphiné Libéré. Est-ce que c'est la volonté de ne pas attirer de problème à Manuela et juste de se dire je vais quitter sa vie, je vais divorcer, je vais partir? On est le 31 octobre 2008.
Et là, on s'aperçoit qu'un mois auparavant, on a déjà un incendie dans la maison. Et cet incendie, quelque part, nous interpelle aussi. Donc le juge, qu'est-ce qu'elle a fait, vu tous ces éléments-là, le juge d'instruction? Elle a complété la commission rogatoire à l'information judiciaire. On est passé de assassinat pour les faits du 31 octobre 2008, avec en plus une tentative d'assassinat au 29 septembre 2008. Il y a déjà de la drogue, des médicaments dans le sang de Daniel Cano. François Leclerc, avocat de Nicolas Cano. Il y a déjà un incendie. C'est extrêmement troublant sur la manière de faire, le mode opératoire qui semble extrêmement proche et là encore impliqué de manière directe Manuela González. Faut pas se cacher, c'est notre piste principale. Dans le droit français, il faut trouver un mobile aussi. Il faut avoir des éléments matériels. Il faut avoir plein de choses pour arriver à prouver que c'est elle. Les enquêteurs vont essayer de comprendre quelle serait la motivation pour Manuela González de vouloir tuer son mari. Il n'y a pas beaucoup d'éléments à ce stade-là. Les premières investigations montrent que le couple semblait s'entendre plutôt bien. C'est un couple stable, déjà ancien. Manuela González et Daniel Cano vivent ensemble depuis 17 ans. À l'époque, il nous arrivait fréquemment d'aller au bar du centre à Brignoux. Puis un jour, on arrive là-bas et je vois Manuela au bar. Daniel, forcément, fréquentait le même bar que nous et croisait Manuela régulièrement. Et c'est sûr qu'il avait toujours un petit regard sur Manuela. Il avait craqué pour Manuela et il en était amoureux. Manuela González se marie avec Daniel Cano. Chacun a un enfant de son côté. Et finalement, la vie se déroule normalement. Alors Daniel et Manuela, ils habitent dans une maison que Daniel a pratiquement construite de ses mains. Hein. C'est lui qui a tout fait. Donc, il s'est un touche-à-tout, il sait tout faire de ses mains. Une belle petite maison, il vivait tranquille, quoi. Hein. Pour moi, on avait une vie classique. Voilà, 2 enfants, 2 adultes, tout le monde travaille. Elle était monitrice d'auto-école. Fabrice Margueillan, journaliste Dauphiné Libéré. C'était presque une petite personnalité publique, mais elle faisait partie du paysage. Manuela, je la considérais comme ma deuxième maman. Elle me poussait pour les devoirs, elle a su m'éduquer, elle a toujours été derrière moi quand j'étais enfant. Tout le monde dépeint un couple idyllique. Il n'y avait aucun nuage dans le tableau. Ils semblaient vraiment très amoureux. On poursuit nos investigations et après, on fait des recherches au niveau fiscal, au niveau bancaire. On se dit, la vie de ce couple est importante. C'est peut-être le fond de l'histoire et le fond de l'assassinat. Très rapidement, les enquêteurs vont se rendre compte que le problème de l'argent est majeur. Le couple est en difficulté financière. Début 2008, en mars, Daniel Cano reçoit un coup de téléphone chez lui d'un conseiller bancaire qui lui indique que lui et son épouse sont en retard sur le paiement des mensualités d'un prêt de 165 000 € et que ça va poser problème parce qu'ils vont être obligés de saisir sa maison. En quelques minutes, Daniel Cano, ce jour-là, apprend d'une part qu'il est co-emprunteur de 165 000 €, ce qu'il ignorait totalement, mais qu'en plus, cet emprunt est gagé sur sa maison, alors que jamais il n'aurait accepté d'hypothéquer la maison qu'il a construite de ses mains. Ça a été une découverte assez problématique dans le couple, qui a créé des grosses prises de bec entre Madame González et mon papa. Si Daniel Cano ignorait l'existence du prêt le plus important, le prêt hypothécaire, celui de 165 000 €, c'est simplement parce que ce n'est pas lui qui avait signé l'hypothèque chez le notaire. C'est une autre personne. Ce n'est pas sa signature sur le document qui permettait d'hypothéquer la maison pour le prêt. L'enquête n'a jamais déterminé qui était cette personne qui est venue avec Madame Manuela Cano chez le notaire. Je ne pouvais pas concevoir qu'on lui mente sur un crédit hypothécaire, qu'on hypothèque la maison qu'il ait construite de ses mains. Nicolas Cano, fils de Daniel Cano. Il concevait pas ça, puis c'était pas une petite somme. Il lui faisait plus confiance. J'avais entendu même le mot de divorce qui était ressorti. Manuela Cano, finalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans le caractère et dans la vie, c'est qu'on pourrait dire que c'est quelqu'un elle est joueuse. Elle aime l'argent, elle joue au casino, elle gagne, elle perd. Et finalement, quelque part, c'est peut-être le moteur de sa vie. En réalité, cet emprunt a été fait pour couvrir
l'intégralité des dettes de Manuela González. C'est-à-dire que celle-ci a décidé de faire un emprunt extrêmement important, quitte à hypothéquer sa maison, pour purger toutes ses dettes, y compris tous les emprunts qu'elle avait faits au nom de sa fille, au nom de sa sœur, pour lui permettre de régler ses dettes de casino. Les enquêteurs se mettent donc à la recherche d'éléments qui viennent conforter le mobile de l'argent. On fait l'étude des comptes bancaires, on s'aperçoit qu'un mois et demi avant le décès, on a 2 comptes de placement de monsieur qui sont quelque part vidés pour aller sur le compte commun du couple. Joël Graillat, directeur d'enquête à la section de recherche de Grenoble. On a plus tard cet argent qui va partir du compte commun du couple vers les comptes de placement de madame. On se dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal dans les opérations bancaires. Donc déjà, ça fait un élément en plus qui nous fait dire que finalement, elle profite du décès de son mari. Lors de l'enquête, les gendarmes se sont rendus compte qu'il y avait une assurance vie, qu'il y avait un crédit qui ne serait pas remboursé. La maison était d'ailleurs assurée à 100% sur chaque tête. Donc si Daniel venait à décéder, elle récupérait la totalité de la maison. Je crois que l'assurance vie était de 234 000 €. Ça commençait à faire une belle somme et ça commençait à faire un mobile suffisant. Quelques semaines après le début de leur enquête, les gendarmes ont donc une suspecte, un mobile, mais toujours pas de preuves. Si c'est bien Manuela qui a tué Daniel, il faudra obtenir des aveux. Pour cela, les enquêteurs vont creuser sa vie, sa personnalité, son passé, et ils vont aller de surprise en surprise. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Nathalie Mazier. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou, avec la voix de Julie Drey.